Ce webinaire va porter sur l'intelligence artificielle générative, donc aussi appelée IAG. On a la chance d'avoir avec nous donc Anna Gotch du CIRAD qui va nous présenter son travail qui tourne autour d'une enquête sur l'utilisation de cette technologie dans le conseil agricole. Et avant de lui laisser la parole, je voulais juste vous représenter en une diapo ce qu'est le RMT Nexus. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un réseau mixte technologique qui porte sur le numérique en agriculture. Donc l'idée, c'est de valoriser, diffuser et soutenir l'innovation. Donc c'est un réseau qui est porté par trois organismes, Chambre d'agriculture France avec Aline Corbel qui est avec nous aujourd'hui, Arvalis avec Boshra Kamoun qui est également présente et moi-même de l'ACTA. Et on bénéficie d'un écosystème partenarial assez riche avec 40 organismes qui représentent à la fois la recherche, l'enseignement et le développement agricole. Et on travaille sur un programme qui est structuré en 4 axes. Si vous voulez avoir plus d'informations, on a un site qui a été refait récemment, qui est à jour. Donc voilà, je vous ai remis le lien. On vous mettra aussi à Ok, du coup, disposition les supports moi, c'est après coup. Anna Gott, je travaille au CIRAD Et dans l'UMR donc juste, je Innovation vais et laisser au sein de Anna Digitac et partager je son mène écran. actuellement une étude exploratoire sur l'IA générative dans le conseil agricole et sur son rôle spécifiquement en conseil en agroécologie. Et dans cette présentation, je vais vous présenter un peu l'approche que je prends pour cette étude et les premiers résultats, parce elle continue encore une autre 2 mois. Donc, les questions que je me pose, c'est surtout comment le conseil agricole s'empare-t-il des études de l'IA générative et avec ça, quelle est la diversité des implémentations de l'IAG dans le conseil agricole, quelles sont les perceptions des risques et des opportunités et aussi des risques et des opportunités spécifiquement liés à l'agroécologie et continue aussi des interconnexions. Quelles sont les répercussions de l'utilisation de l'IA générative par les agriculteurs sur le conseil agricole? Géographiquement, je me focalise sur la France parce qu'on est en France et des pays africains parce que c'est en terrain géographique où le CERAT est très impliqué. Je vais préciser un peu plus plus tard quel pays j'ai choisi, mais vu que j'ai pas encore terminé l'enquête qualitative, c'est pas encore décidé finalement. Et pour mon approche, d'abord, j'ai mené un état de lieu, j'ai fait une bibliographie, la littérature scientifique, mais aussi grille et technique. Dans ce cadre, j'ai aussi fait une cartographie de la littérature scientifique sur Scopus, où j'ai vu où est-ce que les articles sont publiés, par qui et avec quels mots-clés. J'ai mené des entretiens avec des experts dans soit l'agroécologie digitale, soit l'agriculture digitale, et j'ai participé à un hackathon des études IA génératives au salon d'agriculture. Basé sur ça, j'ai développé une grille d'analyse et j'ai identifié des cas d'usage de l'IA générative spécifiquement pour le contexte agricole que je vais vous présenter un peu plus tard. Maintenant, je vais plutôt parler de mon analyse qualitative que j'ai focalisée d'abord sur des outils spécifiquement pour l'agriculture. J'ai été dit que les gens présents aujourd'hui s'en connaissent un peu avec l'IA générative, donc je ne vais pas entrer dans enfin, je vais pas commencer à expliquer les détails, mais si quelqu'un a une question, vous pouvez m'interrompre. Euh, mais des outils contextualisés pour l'agriculture, par exemple avec du RAC, avec des données fournies à l'IA euh, adapté à un contexte spécifique, géographique, agricole, même une filière spécifique. Et de l'autre côté, sur des outils généralistes comme ChatGPT, par exemple. Euh, je vais un peu expliquer ce que j'ai fait avant de présenter mes résultats. Donc, pour les outils IAG spécifiquement pour l'agriculture, j'ai choisi une approche plutôt centrée sur des utiles, vu que un utile cible déjà un certain groupe d'acteurs et peut être utilisé par exemple par des producteurs et par des conseillers. Et pour le moment, ils sont souvent désignés plutôt pour des producteurs. C'est pour ça que je les inclus aussi.
Et je me suis posé les questions, quels sont les utiles qui existent et qui les utilise, dans quel contexte, avec quels effets et pour faire quoi avec. Et pour l'IA généraliste, j'ai centré mon approche plutôt sur les utilisateurs parce que tout le monde peut l'utiliser. En fait, ça cible pas un certain groupe. Donc, pour encadrer un peu plus ma recherche, je me dis, je veux bien savoir comment le conseil spécifiquement s'empare de ces outils-là. Et souvent, c'est une personne qui utilise même plusieurs chatbots. Dans quel contexte, avec quels effets et pour faire quoi? Et dans les deux cas, quelles sont les perceptions des opportunités et des risques liés à ça? Pour la collecte de données, pour les utiles IAG, spécifiquement désignés pour l'agriculture, j'ai mené des entretiens avec les développeurs. Normalement, j'avais prévu de aussi mener des entretiens ou surtout mener des entretiens avec des utilisateurs. Mais le problème avec ce genre d'études est qu'ils sont presque tous encore dans leur phase de pilotage. Donc, il y a très peu des utilisateurs, c'est difficile de les accéder. Du coup, j'ai pas eu accès aux utilisateurs de ces genres d'études. C'est pour ça que j'ai aussi plus tard décidé d'inclure dans mon étude les utiles IA génératives généralistes. Pardon. Et si possible, j'ai testé les utiles que j'ai regardés et j'ai fait une recherche Internet. Et pour les utiles généralistes, j'ai mené des entretiens spécifiquement avec des conseillers, vu que enfin, on utilise déjà des outils comme ChatGPT et Claude depuis 3-4 années. Il y avait plus des utilisateurs à qui j'ai vraiment pu parler. En France, pour le moment, j'ai parlé plutôt avec des entretiens avec des conseillers des chambres d'agriculture, mais j'aimerais aussi inclure des techniciens des coopératives ou privés. Et dans le contexte africain, je vais en parler un peu plus dans quelques secondes, mais j'ai pas encore eu des entretiens avec des conseillers face à face. Mais en tout cas, entre toutes les personnes à qui je parle, je distribue des questionnaires que j'ai développés sur le même sujet et je les demande de les diffuser dans la structure pour avoir pour cibler un groupe un peu plus grand. Et dans le contexte africain, du coup, j'ai participé à des ateliers menés par un collègue à moi dans le cadre du projet Agroécologia. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un projet mené par l'INRAE et le CIRAD ensemble. Ils testent de différentes LLM, de différents opérateurs et de différentes tailles, avec et sans RAG, du coup, Retrieved Augmented Generation. S'il faut mieux expliquer, vous me dites, s'il vous plaît. Agroécologique. Et puis, il analyse leur capacité à répondre aux questions agroécologiques et leur consommation énergétique. Et pour la capacité de répondre à ce genre de questions, il y a des ateliers avec des conseillers dans différents pays, notamment au Bénin, Nigeria et Côte d'Ivoire pour le moment. Et on aura plus des entretiens au fur et à mesure, des ateliers, et moi, enfin, j'ai l'opportunité de poser quelques questions, mais dans un groupe et pas avec des personnes spécifiques. Maintenant, pour mes premiers résultats, comme je l'ai dit, j'ai identifié, à côté de mon état de lieu, j'ai identifié des cas d'usage de l'IA générative spécifiquement créés pour l'agriculture. Jusqu'à là, j'ai identifié 43 cas. C'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive parce qu'il y a beaucoup des utiles où on peut même pas trouver des informations en ligne parce qu'ils sont vraiment très très récents. Il y a, moi par exemple, j'ai identifié beaucoup des utiles comme ça au salon d'agriculture ou pendant des conférences. Et après, pour vous montrer un peu ce que ce genre d'outil peut théoriquement faire ou accomplir, j'ai fait une liste de toutes les domaines d'application et mon estimation, et ça aussi, c'est pas une analyse profonde, donc c'est vraiment une estimation de combien des outils que j'ai trouvés peuvent faire quelle tâche. Et j'ai trouvé que, enfin, c'est ça un peu le côté le plus fort de l'IA génératif. Ils peuvent tous faire la synthèse des énormes données textes, mais données différentes. Il y en a beaucoup qui donnent directement du conseil et qui, avec ça, ciblent souvent des producteurs.
et pas forcément le conseil agricole, mais qui peuvent aussi être utilisés par le conseil. Si connectés à certains softwares, comme par exemple le météo, ils peuvent donner des prévisions. Il y a pas mal des outils qui donnent des informations sur l'éligibilité aux subventions. Ça, c'est par exemple souvent des chatbots créés par des gouvernements de différents pays. Ils peuvent donner des informations, accès au marché. Ils peuvent aider à la planification, par exemple, des cycles de rotation. Ils peuvent faciliter aussi l'échange entre différents acteurs dans le domaine agricole et aussi dans différents endroits dans le monde. Si connecté à certains hardware comme des capteurs, ça peut aider avec le monitoring et en plus, ça peut visualiser. Et je pense que l'administration, ça va devenir de plus en plus important si connecté à d'autres applications. Ça peut prendre de plus en plus des tâches administratives et ça peut aussi être appliqué dans l'éducation agricole, pour donner un petit aperçu. Euh, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur mes grilles d'analyse, mais pour voir un peu ce qui est le fondament de mon analyse qualitative. Donc, pour les utiles IAG spécifiquement pour l'agriculture, je regarde d'abord les caractéristiques de ces utiles spécifiques, puis le contexte sociopolitique, économique, institutionnel dont ils sont appliqués et après leur application réelle dans le conseil agricole, mais aussi pas les agriculteurs. Comme je l'ai dit, souvent ils ciblent plus les producteurs que le conseil et les effets que ça peut avoir sur le conseil. Et puis, en échangeant avec les utilisateurs, la perception des risques, et des avantages, et aussi des exigences futures, etc. Je vais pas. Ça, c'est vraiment pour montrer que j'ai développé pas mal les sous-catégories, et surtout pour montrer que, vu que j'ai pas pu parler aux utilisateurs, je peux pas vraiment remplir cette grille. Du coup, ça va plutôt servir comme directive pour de futurs projets de recherche que pour ma propre analyse. Et après, j'ai aussi développé une autre grille pour les chatbots généralistes où je commence à me poser la question, c'est qui l'utilisateur? Et après, d'analyser leur usage de cet outil-là. Moi, j'ai trouvé qu'il faut faire ça sur deux niveaux différents. D'abord, l'ensemble de ces technologies-là, donc toutes les chatbots qu'il y a, c'est quoi l'usage individuel et institutionnel, dans quel contexte, et c'est quoi l'évaluation, les perceptions de ces outils-là, pareil qu'avant. Et aussi sur un niveau chatbot, donc il y a plusieurs chatbots qui ont peut-être des points forts et faibles différents et qui pour ça sont utilisés pour des tâches différentes. Et donc, il faut aussi regarder ça pour pouvoir évaluer un peu les risques et opportunités liées à ça. Pareil, je ne vais pas entrer dans les détails avec mes sous-catégories, mais je vais commencer à présenter mes résultats, mes premiers résultats. Donc, pour les outils IAG spécifiques, j'ai trouvé que enfin, logiquement, il y a différents outils pour différents domaines, filières agricoles, régions géographiques, et développés aussi par des différents développeurs avec des objectifs différents qui, du coup, produisent des outils avec des caractéristiques différentes. Mais ça dépend pas que de ça, mais aussi des ressources financières et temporelles qui jouent une très grande rôle dans la complexité des outils qui sont développés. Euh, il y a, comme je l'ai dit avant, différentes approches de contextualiser des styles comme ça. Le plus courant, c'est le RAG. Donc, d'utiliser des LLM fournis par OpenAI, par exemple, de ChatGPT ou par Microsoft qui ont développé Copilot. Euh, et de les donner des données pour mieux cibler ces outils-là. Et ça peut être des données des utilisateurs, des documents officiels, scientifiques, mais en vrai, tout genre de jeu de données. Des fichiers Excel, mais aussi des carnets des agriculteurs. Tout peut servir en tant que RAG si c'est bien préparé et fourni à l'IA. Donc, il y a aussi du travail derrière.
Et puis, les développeurs peuvent aussi contextualiser des outils comme ça avec en vrai, je ne connais pas l'expression française, moi je dis system prompts, du coup, en donnant une persona à leur utile basé sur l'IAG. Par exemple, de dire, OK, tu es en conseiller en maraîchage agroécologique et tu donnes des outputs selon ce personnage-là. Et puis, il y a l'option de fine-tune des LLM ou de même entraîner des LLM que sur des données agricoles. À mes connaissances, il y en a un LLM qui vient de sortir qui fait ça, qui s'appelle AgriLLM, mais qui lui aussi est encore dans la phase de pilotage, mais qui dans la future peut servir en tant que base model pour beaucoup des outils spécifiquement développés pour l'agriculture. Et comme je l'ai dit, les bases d'utilisateurs ne sont pas vraiment établies. Donc, c'est un peu tôt pour voir à quel point ces outils seront vraiment adoptés et utilisés sur le long terme. Mais ce qui est sûr, c'est que ces outils-là sont de plus en plus faciles à générer, même sans contexte ou éducation informatique, aussi avec l'aide de l'IAG. Et pour ça, ils seront certainement de plus en plus nombreuses. Et aussi, ce qu'on peut observer, c'est que les outils, par exemple, d'aide à décision qui existaient déjà avant, vont de plus en plus intégrer l'IAG pour devenir plus puissante dans différentes manières. Et pour les outils d'IA générative généralistes, j'ai trouvé que souvent, plusieurs outils peuvent être utilisés pour de différentes tâches par une personne. Les tâches, et là, il faut peut-être redire, pour le moment, j'ai parlé que aux employés de chambres d'agriculture et pour le moment aussi, j'ai parlé que à 5 personnes. Du coup, tout ce que je dis là, c'est basé sur ça. Souvent, il y a les tâches accomplies avec l'IAG, le plus souvent, c'est la synthèse enfin des langues textes souvent. C'est aussi utilisé pour développer du matériel d'information souvent visuel pour mieux communiquer avec les producteurs et aussi pour la bibliographie et la recherche de ressources. Un peu les points le plus souvent mentionnés. Les préférences de différents chatbots dépendent vraiment de l'utilisateur. J'ai pas pu trouver un schéma, sauf que ChatGPT est vraiment celui qui tout le monde connaît et a au moins testé. Et ça dépend des échanges avec des collègues, mais aussi l'utilisation dans la vie privée et les expériences positives et négatives avec les outils testés. Globalement, il y a d'abord l'utilisation dans la vie privée. ChatGPT est sorti en 2022 et on peut vraiment voir que les gens ont commencé lentement à l'utiliser. Et c'est que fin de l'année dernière, début de cette année, que, à mon avis, les chambres d'agriculture en France commencent à lentement institutionnaliser l'IA générative en, par exemple, donnant des formations. euh, ou en fournissant leurs employés avec des réglementaires sur comment utiliser les utiles, mais aussi sur quels chatbots utiliser et quels ne pas utiliser, surtout niveau sécurité de données. Et que les gens sont vraiment incités aussi par leur chef d'utiliser l'IAG pour leur travail. Mais ça se passe à différents décrets selon les différentes institutions. Mais ça commence lentement en tout cas. Et tout le monde me dit, OK, c'est logique, mais de savoir poser les bons prompts, c'est vraiment essentiel pour rendre l'IAG vraiment utile. Du coup, lié à ça, la qualité de réponse de l'IAG a été remportée de vraiment savoir améliorer au fil du temps. Donc, où c'était pas très puissante il y a 2 ans, là, ça donne des réponses beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, ça dépend vraiment des bons prompts et pour ça, c'est aussi essentiel d'avoir des formations sur comment bien utiliser l'IAG au travail. Et c'est bon, surtout pour des questions un peu générales, pour la synthèse, et moins adapté pour donner des correctes réponses aux questions un peu plus niches, peut-être aussi des calculations d'irrigation, etc. Donc, en gros, les gens me disent que les réponses sont assez bien, mais il faut quand même toujours vérifier et pas prendre ce que sort de l'IA comme la vérité.
Par rapport à son potentiel pour l'agroécologie, mes interlocuteurs me disent que ça, à leur avis, ça dépend vraiment de l'utilisation, genre quelles questions est-ce que je pose, et aussi de l'entraînement. Donc, est-ce qu'on a un RAC, par exemple, spécifiquement pour l'agroécologie ou pas? Est-ce qu'on a des system prompts comme ça? Mais en général, les retours étaient largement positifs, surtout grâce à la capacité de synthèse de l'IA et sa capacité de gérer la complexité, ce qui permet pour du contexte beaucoup plus du conseil plus contextualisé et ciblé. Et aussi le fait de convaincre avec des données et surtout des données économiques aussi, ça aussi c'était mentionné comme point fort. Il y avait qu'une personne qui avait un avis un peu négatif, qui m'a dit qu'en fait, les effets très négatifs écologiques de l'IAG sont un peu contradictoires avec les principes et les éléments agroécologiques. C'était une personne qui m'a dit ça pour le moment. Et dernièrement, l'impact sur le métier de conseiller agricole et les relations avec les producteurs. Enfin, toutes mes interlocuteurs m'ont dit que le facteur humain va rester irremplaçable parce que tant que la machine peut fournir des informations, les humains rapportent la vraie expertise et quand même tout le monde s'attend à ce que le métier va quand même changer. Pas être menacé, mais changer. Et avant, j'avais aussi parlé à à des experts et d'autres personnes qui travaillent dans le domaine. Et là, il y avait parfois même l'avis que l'IAG peut, à un moment donné, pas maintenant, mais dans la future, menacer certains aspects de ce boulot-là. Mais tous les conseillers me semblent assez confidents que ça va pas se passer comme ça. Mais quand même, il y avait aussi quelques-uns qui m'ont dit que théoriquement, ça pourrait changer la relation avec les producteurs parce que eux aussi, ils se préparent différemment à des réunions et que ça peut faire en sorte qu'il faut redéfinir un peu son rôle en tant que conseiller. Mais en gros, et là, maintenant, je commence avec les résultats de mon sondage. Euh, la plupart des gens trouvent que l'IAG, pour le moment, n'impacte pas vraiment les réunions avec les producteurs. Je continue avec les premiers résultats du sondage. Pour le moment, j'ai 20 participants. J'espère que j'en aurai plus au fil du temps. Ils ne sont pas forcément les mêmes personnes avec qui j'ai mené les enquêtes. Donc, il faut voir ces deux résultats un peu séparément. Euh, Aux questions quel chatbot est le plus utilisé, la réponse est ChatGPT pour le moment. Mauvaise direction. La plupart des personnes font assez confiance aux informations fournies par l'IAG. On voit ici que 70% fait confiance soit la plupart du temps, soit très souvent. Euh, il y a un peu plus que la moitié qui n'a pas suivi des formations sur l'IA générative, mais quand même presque la moitié qui a soit suivi une formation, on voit ici 30%, ou qui se sont formés de manière autonome, par exemple en regardant des YouTube vidéos. Quand même, la moitié a été incitée par leur employeur d'utiliser l'IAG pour devenir plus efficace avec des différentes tâches. Et comme on voit ici, presque, enfin, 75% utilisent l'IAG soit plusieurs fois par semaine, soit plusieurs fois par mois. Il y a très peu des conseillers pour le moment qui l'utilisent chaque jour, ce sont que 5%, et 20% qui l'utilisent moins qu'une fois par mois. Mais on voit quand même qu'il y a assez de personnes qui utilisent très régulièrement l'IAG d'une manière de plus en plus structurée. Je vais terminer avec les risques, opportunités et en général les avis que j'ai trouvés pendant mes enquêtes sur l'IAG générative et spécialiste. Là, je vais faire les deux ensemble. Donc, les risques identifiés le plus souvent, c'est de devenir dépendant sur des études comme ça. Ça va ensemble aussi avec un craint de perte d'expertise. Euh, Parce que, enfin, oui, si on fait trop confiance et si on prend toutes nos informations de l'IAG, on arrête un peu de penser nous-mêmes. Une manque de transparence, le risque de mal interpréter les résultats qui sortent de l'IAG.
aussi lié aux mauvaises prompts. Si on ne sait pas poser les bonnes prompts, on aura des réponses moins bien. Et une manque de compétences dans la détection des hallucinations et des biais. J'ai pas beaucoup parlé des biais pour le moment, parce que dans mon analyse qualitative, pour le moment, ça n'a pas joué un très grand rôle, mais si dans l'état de lieu, les biais des LLM, c'est un des plus grands soucis qu'on a. Finalement, le remplacement, le fait que potentiellement les conseillers peuvent se faire remplacer par l'IAG. Inconvénience, inconvéniente, pardon, c'est lié au risque. Enfin, la sécurité des données, c'est très souvent mentionné. Aussi, les utilisateurs me disent qu'au début, tu perds du temps si tu utilises l'IA jusqu'au moment où tu apprends vraiment bien la maîtriser. Les questions sur la fiabilité des informations et des sources, comme je l'ai dit, des hallucinations aux questions niches, et que l'IA, en fait, est pas forcément prédictive, mais plutôt diagnostique, et ça affecte peut-être trop, plutôt les producteurs, que si tu parles à un vrai conseiller, la personne avec son expertise peut aussi prédire, en échangeant avec toi, des choses qu'il y a pour le moment n'est pas très douée. Et les avantages les plus fréquents mentionnés, c'est surtout un gagne de temps, par exemple en rédaction, aux tâches administratives, analyse de données ou lecture, ce qui finalement peut libérer plus de temps pour les tâches principales, comme les relations humaines, les tâches un peu plus créatives, interprétatives. En plus, la communication des informations scientifiques dans une langue plus naturelle et compréhensible par tout le monde, donc rendre accessible aussi des informations, augmenter les connaissances en sachant bien poser des prompts et que ça rend plus facile de rester up-to-date. Et ça, finalement, pardon, moi j'estime que c'est trop tôt pour vraiment identifier les risques et les avantages de l'IAG, mais c'est là le moment de les anticiper et avec ça de diriger les impacts des outils l'IAG sur le métier conseiller agricole et en général, parce que l'IAG ça touche tout notre domaine de vie. Et ça, c'est pas pour entrer dans les détails, mais juste pour présenter que ce sont les opportunités et les risques que j'ai identifiés pendant mon état de lieu, basé sur la littérature du coup, et que enfin, j'ai lu une cinquantaine des articles, du coup, automatiquement, c'est plus compréhensible que ce sont des sujets alignés avec ce que j'ai trouvé avec, pendant mes entretiens, mais que c'est pas à 100% les mêmes risques et opportunités. Et l'objectif de mon étude, c'est aussi un peu de voir à quel point les contemplations théoriques comme ça sont alignées avec la réalité des personnes dans le terrain. Voilà, c'était ça ma présentation. Et avant qu'on commence avec les questions et les remarques, euh, si j'ai bien compris, il y a aussi des conseillers agricoles ici aujourd'hui. Donc, j'ai mis le QR code du questionnaire sur lequel j'ai travaillé, que je diffuse entre mes interlocuteurs ici. Si vous avez peut-être 5 à 7 minutes pour remplir cette questionnaire et peut-être même le diffuser entre vos collègues, ça m'aidera beaucoup. Et s'il y a des personnes disponibles pour un petit échange sur leur utilisation de l'IAG, j'ai aussi mis mon adresse mail. Je peux mettre les deux dans le chat aussi. Comme ça, s'il y a des questions plus tard, vous pouvez aussi me contacter pour ça. C'est tout. Super, merci beaucoup Anna. Et je remettrai aussi, quand on mettra à disposition les ressources, je pourrais remettre ton mail et le lien vers l'enquête. Merci, c'était très riche et très intéressant. Donc, on peut passer à la phase de questions. Donc, il y en a eu deux déjà dans le chat, plutôt sur Mm. le périmètre et un peu le cadre de l'étude. Donc, la première question, c'était vraiment sur la définition de l'intelligence artificielle générative que tu as retenue et surtout, qu'est-ce que tu prends ou non en compte avec les intelligences artificielles plus classiques? Est-ce que, par exemple, c'est vraiment que les outils qui utilisent des LLM? Enfin, voilà, quelle limite t'as posée? C'était la première question. Ouais, oui, c'est en fait ça. Moi, je me focalise sur les utiles qui utilisent les LLM.
Je pense que ça inclut souvent aussi des outils qui utilisent des mixed language models, donc pas que le texte, les large language models, mais aussi les modèles qui peuvent travailler avec les images et les vidéos. Je pense que ça va être essentiel dans ce contexte-là aussi. Mais souvent, j'ai remarqué, même dans la littérature scientifique, eux aussi sont un peu euh, normés LLM, mais les deux, en fait. Et l'IAG générative, c'est de l'IA qui peut générer du nouveau contenu basé sur les données avec lesquelles elles étaient entraînées. Super, merci. Alors, j'ai une deuxième question dans le chat et après, Julien, je te laisserai la parole. Donc là, la deuxième question, encore une fois, c'était plutôt sur le périmètre, mais de ton enquête, sur donc le panel des personnes interviewées, les typologies, donc l'âge et les méthodes statistiques de calcul. Donc peut-être que comme c'est encore en cours, tu n'as pas encore fait ce travail de caractérisation des enquêtés. Ça, je ne sais pas. Oui, non, j'ai pas encore fait ce travail, mais comme je l'ai dit, pour le moment, enfin, j'ai participé dans le contexte africain, j'ai participé dans ces ateliers de mon collègue, et c'était vraiment des groupes très mixtes, mais des conseillers de différents organismes, souvent des coopératives. Et dans le contexte français, j'ai parlé aux employés aux chambres d'agriculture, spécialisés sur vraiment des différents filières agricoles. Et l'âge aussi, c'était très mixte, mais oui, comme tu l'as dit, j'ai pas encore fait l'analyse exacte de ces facteurs-là. Et j'ai encore l'espoir d'avoir l'opportunité de parler à plus des personnes pour avoir un peu plus de données, ouais. Super, merci. On a une question de Julien. Oui, bonjour, merci pour cette présentation intéressante. Je l'ai vu passer dans la slide un peu exhaustive sur les intérêts et les risques. Je me demande quand même s'il ne faudrait pas insister un peu plus dans votre présentation sur l'un des risques qui me semble principaux, qui est pour alors c'est peut-être dans ce que vous appelez les sujets un peu niches, qui sont pour les sujets très réglementés, que ce soit la fertilisation, la protection des plantes, l'irrigation. Il y a un vrai risque d'avoir des conseils qui soient générés par IA, qui ne soient pas en accord avec la réglementation. Et donc derrière, Ouais, il y a un vrai risque de responsabilité. Qui prend la responsabilité entre l'outil, le conseiller, et au final l'agriculteur qui va suivre peut-être de bonne foi une réponse qui n'est pas juste réglementairement et d'expérience sur le sujet que je maîtrise, qui est la protection des plantes. Je n'ai pas vu aujourd'hui d'outils d'intelligence artificielle générative capables de fournir des informations justes, ou en tout cas des conseils justes, sur des domaines très réglementés. Donc c'est pour moi un risque hyper important jusqu'à l'utilisateur final qui est l'agriculteur, qui peut faire des choix qui, de toute bonne foi, sont justifiés par l'info qu'il a reçue, mais qui ne sont pas justes. Et donc, c'est lui qui prend la responsabilité au final si tout n'est pas clarifié. ouais. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans cette présentation-là, parce que ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'était vraiment les résultats de mes enquêtes qualitatives avec des conseillers, et là, personne n'en a parlé. Mais c'est vrai que c'est un grand risque et dans le rapport que j'écris, enfin, c'est aussi dans cette liste-là, et aussi en échangeant avec des autres acteurs, des chercheurs et des personnes impliquées dans ah, quelqu'un a frappé à ma porte. Il y avait pas mal de personnes qui m'ont parlé exactement de ce sujet-là. Euh, donc oui, dans une présentation en plus compréhensif, j'aurais dû le mettre. Mais là, c'était vraiment que les résultats, pas de mon état de lieu, mais de mes échanges avec les conseillers. J'en profite Merci. juste pour poser une question sur le rapport final. Il sera disponible du coup. Enfin, tu travailles encore dessus, le travail d'enquête est encore en cours, mais est-ce que là, c'est les résultats intermédiaires, il y aura une présentation des résultats finaux ou tu vois la mise à disposition du rapport qu'on pourrait après nous diffuser dans le RMT
Ouais, le rapport, certainement, ça peut être diffusé au fin avec plaisir. Et j'ai pas encore prévu une présentation tout au fin, mais il faut que je parle avec mes collègues aussi et on peut voir si on va faire ça ou pas. Mais oui, ça peut être intéressant. Ok, super, merci. Donc, on a une autre question dans le chat qui est sur un peu sur la sécurité, sur la prise en main et la sécurisation de l'utilisation de l'IAG. Est-ce que il y a eu des questions sur les attentes et les besoins des utilisateurs sur cet aspect-là, et notamment pour la vérification des sources? Ouais, du coup, ouais, je vais peut-être revenir là. Euh, Ça m'a étonnée un peu parce qu'il y avait quand même. Est-ce que vous voyez encore mes diapos? Ouais, on voit, ouais. Ok, parce qu'il y avait quand même, dans le sondage que j'ai fait, il y avait quand même 70% qui ont dit qu'ils font assez confiance dans les réponses de l'IAG. Par contre, dans les entretiens que j'ai menés, tout le monde m'a dit que il faut toujours vérifier les sources. Mais toutes les conseillers à qui j'ai parlé, ils me disent, OK, nous, on est des experts. On pose des questions pour avoir un peu plus des informations, des nouveaux sources peut-être, etc. Mais normalement, si on pose des questions, on connaît déjà la réponse. Et donc, on vérifie avec notre propre connaissance. Et si on ne connaît pas la réponse exacte, au moins, nous, on est capable de dire, OK, ce résultat-là n'est pas correct. Et pour le moment, c'est ça un peu, les gens vont vérifier avec d'autres sources sur Internet, mais c'est eux qui disent, OK, moi, je suis pas d'accord, donc je vais aller chercher ailleurs. Et s'il s'agit des sujets plus délicats, je sais pas comment dire, normalement, ils font ça toujours. Mais quand même, ils font aussi confiance aux réponses de l'IA. Mm. Ok, merci. Alors, n'hésitez pas aussi à lever la main si vous voulez poser directement votre question. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais t'en poser une. J'avais une question sur, tu disais au début les 43 cas d'usage agricole identifiés. Quand tu parles de cas d'usage agricole, est-ce que tu sous-entends que c'est des outils d'IAG spécifiques qui ont été Oui. que tu as identifiés pour l'agriculture? C'est Oui, ça? pardon, c'était peut-être pas parce que je parle toujours des études spécifiques et là j'ai dit agricole, mais ouais, je parlais de la même chose. Ok. Et donc ces outils-là, c'est pas forcément qu'à l'échelle de la France. Tu as fait un peu une veille sur. Oui, c'était un peu mondial, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pas exhaustif. Je pense qu'il y a de plus en plus, il y a des boîtes de conseils qui travaillent sur leurs propres outils, enfin, je pense que maintenant vraiment tout le monde peut, s'il veut, générer des outils comme ça. Mais ça, c'est ce que j'ai trouvé, oui, dans ma recherche Internet et dans les salons, les conférences, et en échangeant aussi avec des gens actifs dans le domaine agricole digital. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je veux bien poser une à Oui. Anna. D'abord, merci Anna pour la présentation et pour le partage de ces premiers résultats. Moi, je vais revenir sur l'enquête, donc sur les chiffres que tu as présentés, donc l'enquête avec les conseillers. Si j'ai bien compris, donc tu as questionné 20 conseillers, donc c'est les résultats d'un premier sondage. Est-ce que, donc dans les réponses, dans l'utilisation des chatbots, est-ce qu'il y a des exemples sur le type de questions que ces conseillers posent? Est-ce que c'est pour répondre à des questions d'accompagnement de leurs agriculteurs ou est-ce que c'est pour leur utilisation eux, en fait, dans leur métier, on va dire dans la gestion administrative, quels sont voilà le type des questions, on va dire que ces conseillers aujourd'hui posent à ces chatbots. Ouais. Je pense que pour le moment, ce ne sont pas forcément des questions, ce sont plutôt des questions de synthèse. Du coup, il y a l'IA qui va accomplir des tâches que normalement les conseillers passent beaucoup de temps à faire, comme la synthèse des documents, la génération de matériel d'information, la bibliographie.
Il y a, à mon avis, entre les personnes à qui j'ai parlé, très peu des personnes qui posent vraiment, qui demandent du conseil à l'IAG, mais plutôt qui l'utilisent pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. D'accord. Et je pense que c'est peut-être plutôt les producteurs qui, du coup, posent des questions et qui vont rencontrer aussi d'autres difficultés avec l'IAG et les limites de l'IAG aussi que les conseillers. Mais je les ai pas encore parlé, donc je sais pas. D'accord. D'accord. Et du coup, est-ce que tu sens que c'est plutôt un besoin, donc exprimer l'utilisation de l'IAG aujourd'hui, est-ce que c'est un besoin ou voilà, on suit l'évolution technologique? Enfin, je pense que il y avait des personnes qui m'ont dit, moi, normalement, je suis contre l'IAG, mais il faut l'utiliser, sinon, toi, tu es moins productif que tes collègues et en Mm. fait, il faut aller avec son temps. Et je pense que c'est un avis très personnel, mais je pense que ça peut aider je ne sais pas comment dire en français, mais à s'engager avec beaucoup des problèmes en agriculture et aussi en conseil Mm. agricole, mais il y a aussi beaucoup des risques liés à ça et je pense que ces risques sont très difficiles à bien adresser et qu'il faut rester très prudent. Hum, Et du coup, je sais pas, ça existe maintenant et ça va être utilisé. Je pense que Oui. tout le monde est d'accord sur ça, donc il faut apprendre comment bien l'utiliser et aussi, il faut un cadre, enfin, il faut connaître les limites, Mm. comme a dit votre collègue, et il faut aussi un cadre réglementaire pour gérer un peu les effets négatifs. Mm. Mais oui, je pense que c'est difficile de répondre à cette Oui. question, je Mm, sais pas. mm, mm. Ben, j'espère que tu auras des retours de nouveaux, du coup, conseillers pour pouvoir les questionner. Merci. Moi, j'avais peut-être une autre question sur, bah, tu n'en as pas trop parlé, mais tu as fait quelques entretiens de ce que j'ai compris avec des développeurs aussi d'IAG spécifiques agricoles. Et donc, sur ces entretiens-là, enfin, tu disais que du coup, pour l'instant, enfin, il n'y a pas forcément d'outils assez matures pour avoir accès aux utilisateurs. Et est-ce que justement, c'est parce qu'il y a trop de limites pour lancer des outils un peu auprès des producteurs, parce qu'on parlait là des limites qualité de la réponse avec la réglementation, etc. Et du coup, ça empêche un peu la maturité des technos. Ou, enfin, voilà, est-ce que c'est des outils qui étaient matures sur les développeurs avec qui tu as échangé ou pas encore? Donc, peut-être pour commencer, je pense qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pas pu être mise en contact avec les utilisateurs. C'était parce qu'ils sont pas assez matures, mais il y a quand même des utilisateurs dans la phase de pilotage. Mais vu que mon étude est très exploratoire, au début, je pensais que j'ai que 4 mois et demi. Ça aussi, ça a joué un rôle. J'ai pas contacté toutes les 40 cas d'études, mais juste quelques-uns. Et là, la mise en contact, surtout si c'est sur un autre continent avec la décalage d'horaire et tout, c'était aussi ça. Et je pense que oui, pour le moment, il y a beaucoup des outils qui sont pas assez matures pour vraiment les mettre sur le marché. Parce qu'aussi, ce qu'on a entendu avant, si utilisé par les producteurs, par exemple, et ça marche pas bien, ça peut avoir des conséquences économiques, de responsabilité très fortes. Donc, oui, je pense que enfin, ça aussi, c'est pas la seule raison pourquoi j'ai pas eu accès aux utilisateurs, mais c'est le raison pour lequel ils restent dans la phase du pilotage pour le moment. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anna? J'ai pas l'impression. Moi, de mon côté, j'en ai plus non plus. Bah, on peut s'arrêter là.